Aujourd'hui, nous allons vous parler du thème de la dépression. Et en parlant avec le docteur Marlène Nobré, nous allons essayer, dans le temps imparti, de présenter quelques cas où nous utilisons les moyens de la médiumnité au sein de l'hôpital pour l'orientation et la compréhension de ces processus dans le domaine psychiatrique qui sont des défis pour notre traitement. Je lisais il y a quelques jours un article qui parlait des avancées, de la découverte de la neuroscience au sujet des zones du cerveau liées au processus de la dépression. En particulier, une zone appelée la zone 25 dans le cortex préfrontal, dont l'activité est liée à l'apparition du processus dépressif. Et cet article plaçait notre cerveau, considérait notre cerveau comme un ordinateur qui oriente, soit il est bloqué ou débloqué, il serait responsable de toute notre pathologie. Bien que nous pensons que les études de la neuroscience soient fondamentales, et que nous suivions ces études et que nous suivions dans certaines personnes qui font des doctorats dans le domaine des neurosciences, nous nous rendons compte que la neuroscience découvre beaucoup de choses dans le cerveau, mais je ne suis pas sûr qu'ils arriveront à connecter tout cela parce qu'il y a énormément de découvertes, mais les connexions ne sont pas encore très claires entre ces découvertes pour ce qui est de ces situations. Comme nous avons observé cette situation, la dépression n'est pas spécifiquement une maladie du corps. Au contraire, elle est une manifestation de l'histoire de l'esprit, comme nous allons le voir dans la suite de cette conférence. Donc, il y a une marque génétique et il y a une conformation anatomique et neurochimique cérébrale qui fait en sorte que cette maladie se manifeste à certains moments. Une des questions que nous voudrions poser, c'est de faire la différence entre la tristesse, la dépression et la mélancolie. Je ne sais pas comment ça se produit en Europe ici, mais au Brésil, les personnes ne peuvent pas être tristes, parce que si elles arrivent tristes à la consultation et qu'elles parlent de cette tristesse, le médecin va lui donner des antidépressifs. Si vous avez perdu un proche et que vous êtes triste, on vous donne des antidépressifs comme si ces antidépressifs allaient résoudre la douleur que vous avez dans votre vie. La tristesse n'est pas la dépression. La tristesse est une émotion présente dans notre vie. C'est une émotion parce que c'est une expression de l'être qui se manifeste, y compris dans le corps. Si je suis triste, les personnes vont le percevoir par mon regard, par mes gestes, donc ils vont percevoir ma tristesse. Et la tristesse est une émotion naturelle et donc importante pour notre vie.
parce que la tristesse est l'émotion qui nous fait entrer en nous-mêmes et nous demander qu'est-ce qui se passe avec moi, chez moi. C'est l'émotion qui nous fait réfléchir sur notre chemin. C'est l'émotion qui me fait évaluer les conséquences de ce que je vis et me donne l'occasion de produire un nouveau but sur ma marche future. La tristesse ne se traite pas avec des médicaments. Aucun antidépressif va résoudre la tristesse en tant qu'émotion sur notre chemin. C'est tellement dangereux que lorsque au monde est apparu le Prozac aux États-Unis, ce médicament a été appelé par les médias et même par les laboratoires de la pilule du bonheur. Et beaucoup de personnes voulaient l'avaler et croire qu'ils pourraient être heureux à partir de cela, ce qui n'est pas la réalité. La dépression, du point de vue du sentiment, c'est une tristesse persistante, stagnante. Si je suis triste et que je produis pas quelque chose avec ma tristesse, que je l'alimente en moi-même, cette tristesse va devenir une maladie et se transformer en dépression, une tristesse chronique sans solution. Mais du point de vue psychiatrique, non seulement du point de vue psychologique, la tristesse peut être un symptôme. La dépression peut être un symptôme dans des maladies cliniques. Parfois, vous avez une dépression, certains cas de cancer, dans leur développement, dans leur évolution naturelle. La personne peut amener de la dépression. La dépression est aussi un syndrome, une manifestation présente dans la vie de la créature de façon très particulière, comme une pathologie, une maladie. Donc le Code international des maladies, dans sa 10e révision, le manuel de statistique et de diagnostic de l'Association de psychiatrie américaine nous parle des pathologies associées à la dépression. La mélancolie, j'aime bien en parler parce que ceux qui sont spirites ici, qui ont déjà lu l'Évangile selon le spiritisme, ce livre contient un paragraphe, un chapitre qui parle de la mélancolie. Et la mélancolie qui est décrite dans l'Évangile selon le spiritisme est une tristesse, une mélancolie, c'est un saudade, et c'est un mot portugais qui est typique. C'est donc le manque de quelque chose dans le monde spirituel que la personne veut atteindre. Mais le terme mélancolie en psychiatrie est une dépression, c'est une maladie grave, une dépression avec des symptômes somatiques graves, accompagnés de symptômes psychotiques. La personne peut même arriver jusqu'à croire qu'il y a des morceaux de son corps qui sont morts. Souvent, l'estomac, le poumon, l'intestin, et ces patients qui arrêtent de manger et qu'on doit souvent intuber pour les alimenter artificiellement. Et souvent, l'alimentation, on la met par une sonde et puis elle sort du corps comme elle était entrée, donc avec un rejet complet de l'organisme, d'accepter ce genre d'alimentation. Et beaucoup de ces patients, par la gravité,
n'atteignent des résultats que par l'électroconvulsothérapie. Mais ils peuvent également donc en mourir. Donc la classification actuelle des troubles des processus dépressifs sont donc sous la lettre F du code des maladies, dans l'item 3 ou dans l'item 4. Donc le F31, il y a le trouble affectif bipolaire, le 32, l'épisode dépressif, dépression, où il y a une crise unique, limitée dans le temps. F33 sont les troubles dépressifs récurrents, où la personne souffre d'autres épisodes dépressifs. Il y a le F34, qui sont les troubles persistants de l'humeur. La dysthymie, où l'individu naît en mauvaise humeur et meurt en mauvaise humeur. Il vit, il travaille, il peut se marier, avoir une vie apparemment normale, mais il est socialement isolé, il n'arrive pas à vivre avec les autres personnes, il n'y a rien qui est bien, tout est mauvais, il voit que les défauts dans ces choses. Donc dans les items F38 et F39, il y a les autres troubles de l'humeur, et le F41, les troubles mixtes d'anxiété et de dépression, qui sont très communs dans notre société. Quels sont les aspects à évaluer dans ce processus de dépression? Il y a les symptômes psychiques, les symptômes physiologiques et les altérations du comportement. Les symptômes psychiques couvrent donc en premier lieu, donc la chose qu'il faut évaluer, c'est l'humeur. La personne a un sentiment de tristesse, une sensation, une autodévalorisation et un sentiment de culpabilité. Ils présentent donc l'anédonie qui est le manque de plaisir. Ce qui était intéressant auparavant et leur manquait. Ils veulent que ce soit, que ça s'éloigne de leur vie, ça les intéresse plus, ils ne recherchent plus, ils n'acceptent plus de vivre avec ce qui procurait du plaisir. Ils sont fatigués même s'ils font rien toute la journée. Et il y a une réduction donc dans la capacité de penser, de se concentrer et de prendre des décisions. Parmi les symptômes physiologiques, il y a 3 situations avec une certaine gravité. D'abord, il y a l'altération du sommeil. La plupart ont de l'insomnie. D'autres dorment beaucoup trop. Il y a une altération de l'appétit. Ils ont plus faim. Que les femmes... C'est une des choses dont les femmes se plaignent quand elles sont guéries d'une dépression parce que leur poids augmente et les médicaments donc donnent de l'appétit et puis elles prennent du poids et donc elles se chamaillent avec le psychiatre en accusant donc les médicaments. Et il y a aussi une réduction de l'intérêt sexuel. Du point de vue du comportement, ces patients s'isolent. Ils ne veulent plus donc la vie sociale, les visites. Quand il y a de la visite, ils se cachent, ils vont pas à des fêtes de famille, ils participent à rien, si ce n'est le travail quand ils arrivent encore à travailler. La dépression est déjà considérée aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé comme la plus grande responsable de l'absentéisme au travail dans le monde.
il y a des crises de pleurs. Ces pleurs sans motif, sans raison. La personne pleure à cause d'une pub à la télé qui émotionne, qu'on ne peut pas comprendre, des paroles qui sont mauvaises ou une phrase qu'on peut dire et qui n'a aucun sens pour cette personne dans une autre situation. Il y a des tentatives de suicide. Plus de 60% des dépressifs ont déjà pensé à mourir et à se suicider. Et parmi ceux-là, il y a une grande quantité qui fait des tentatives de suicide. Et il y en a 10 ou 20% selon les statistiques qui finissent par arriver à se suicider. Donc ça montre donc la gravité de cette maladie en relation avec le lien lié au suicide. Hier, on me disait que ici en Belgique, il y a un indice de suicide parmi les plus élevés en Europe. La personne peut avoir soit un retard, soit une agitation motrice. Nous allons parler rapidement il y a certaines situations spécifiques et nous allons en parler un peu plus loin. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs zones du cerveau qui sont liées à cette situation de dépression. Il y a le cortex préfrontal, principalement dans la zone 25, le thalamus médian, l'amygdale, la zone ventrale du corps strié. Nous allons vous le montrer sur une image, l'hippocampe, et l'axe hypothalamus, hypophyse, adrénale, qui rappelle ce que Marcia vient de parler, donc de la psychoimmunologie. Il y a tout un processus qui est lié à ça. Chaque fois qu'il y a une dépression, il y a une altération de l'hypothalamus, dans l'hypophyse et de la glande surrénale. Vous voyez ici donc la structure du cerveau. La partie la plus en avant, c'est donc le lobe frontal. Et il y a aussi cette zone orange au centre du cerveau, qui est le système limbique, où sont les zones principales impliquées dans le processus de dépression. L'hypothalamus, l'hippocampe, l'amygdale, toute cette structure impliquée dans le processus de dépression. Le composant génétique intense de la dépression, 2 à 19% de la population a une dépression. Les statistiques les plus faibles sont dans les pays plutôt tropicaux, les plus élevés dans les pays où il y a où il y a peu de soleil et peu de lumière solaire, atteint davantage les femmes que les hommes. Le risque dans la population, quand il y a un cas antérieur, donc la probabilité de dépression augmente. Excusez-moi. Dans le domaine génétique, le modèle est polygénique. Il n'y a pas un seul gène qui est responsable du processus de dépression. L'expressivité génétique n'est pas nécessairement égale. C'est ce qu'on voit donc dans des situations de dépression qui sont différentes. Ce qui se transmet, c'est la tendance ou la prédisposition et non pas la maladie. Un individu ne naît pas nécessairement dépressif. Il naît avec une prédisposition. Il a une sensibilité, une susceptibilité,
Et il y a des études encore aujourd'hui qui ne sont pas conclusives. Un travail très intense se fait dans le domaine neurochimique, où la noradrénaline et la sérotonine sont les grandes responsables pour l'apparition de la dépression dans le domaine neurochimique. Les systèmes donc de noradrénaline et de la sérotonine sont impliqués dans ces situations. Et dans ce domaine, en retenant l'émission ou la libération autant de la noradrénaline que de la sérotonine, c'est-à-dire quand elle reste au sein des cellules, donc par l'absence donc de ces substances dans l'espace extracellulaire, il y a donc c'est dans ces cas que la dépression peut surgir. Il y a plusieurs autres travaux qui sont encore en cours de développement qui montrent les possibilités de la dopamine, d'autres neurotransmetteurs comme le phosphatyle, inositol biosulfate sont liés à la dépression. Et le traitement peut être fait. Nous travaillons avec tous ces éléments qui sont montrés sur cette image. Donc, dans notre travail, nous utilisons les antidépressifs connus qui existent sur le marché, les anciens, les tricycliques, que les inhibiteurs de recaptation de sérotonine ou les inhibiteurs de doublation de sérotonine et de noradrénaline, ces médicaments. Les recherches montrent que lorsqu'ils ont un bon résultat, donc dans une recherche, ils arrivent à une réduction dans l'échelle de Hamilton de 60% des patients. 40% des patients dépressifs ne présentent aucune réponse aux médicaments. Et ça nous montre que c'est pas uniquement la récaptation de sérotonine et de noradrénaline qui amène la situation dépressive, parce que s'il en était ainsi, ces médicaments, avec cette action spécifique, donneraient 100% de résultats. Ensuite, ces médicaments ne fonctionnent de façon efficace que s'ils sont associés à une psychothérapie. On parle beaucoup de psychothérapie cognitivo-comportementale aujourd'hui. C'est un travail très développé aux États-Unis et qui donne des résultats qu'on n'arrive pas avec d'autres psychothérapies. Et donc, certains professionnels qui n'utilisent pas cette psychothérapie cognitivo-comportementale n'ont finalement pas de résultats aussi différents qu'on pourrait le penser, mais un facteur donc qui facilite donc. Alors je ne veux pas critiquer ce travail, mais c'est plutôt donc comment on dit. On cherche un endroit où il y a eu un événement oublié et essayer de changer comme ça. Nous sommes beaucoup plus que cela et nous devons être bien mieux accueillis que ça
Et cette thérapie cognitive comportementale est une urgence et un moment, mais ça ne peut pas être la seule forme utilisée pour traiter. Et il faut aller un petit peu au-delà dans le processus psychothérapique, psychothérapeutique. L'électroconvulsothérapie, qui est un traitement particulièrement au Brésil, il y a beaucoup de controverses, mais ça existe dans le monde entier. Il y a des films à Hollywood qui combattent l'électroconvulsothérapie. À l'hôpital André Louis, on l'utilise depuis la fondation de l'hôpital. Les patients passent ça donc sous anesthésie, ne sentent pas de douleur, ne se sentent pas mal. Et donc c'est une indication donc pour la dépression. Le gros problème, c'est l'anesthésie. Donc l'anesthésie qui donne un risque de choc anaphylactique, même sous anesthésie. Et donc chez les patients graves avec un risque de suicide, c'est le moyen qui fonctionne le mieux. Ou alors des personnes âgées qui ont des dépressions, parce qu'il y a moins d'effets collatéraux et pratiquement ils ont aucun effet sur les médicaments. Et aussi pour les femmes enceintes, parce que les médicaments agissent sur le fœtus, alors que l'électroconvulsothérapie n'a aucune répercussion au niveau du fœtus. Aujourd'hui, il y a aussi la stimulation magnétique transcrânienne, qui est une électroconvulsothérapie plus légère, avec un langage actuel, mais qui fonctionne suivant des recherches dont nous disposons pour des dépressions légères et médianes, moyennes, mais ne fonctionnent pas pour les dépressions graves. Il y a la photothérapie pour les dépressions saisonnières, principalement dans les pays du Nord, qui est une thérapie que nous n'utilisons pas au Brésil parce que il y a le soleil pratiquement tous les jours et ce n'est donc pas utilisé là-bas. Il y a des travaux pour utiliser l'homéopathie. En particulier, je suis pas homéopathe, mais quand je pense que les patients en ont besoin, je les oriente vers des collègues homéopathes, de préférence qui sont pas trop radicaux ou qui permettent d'utiliser l'allopathie et l'homéopathie en parallèle, sans éviter d'être trop extrémiste dans d'un côté et de l'autre. Et il y a également donc la thérapeutique spirituelle. Je vais résumer un peu tout ça. Donc de ce contenu clinique, et je voudrais vous parler de la thérapie spirituelle selon la perspective de ce que nous utilisons. Notre travail, d'un point de vue spirituel, a été construit donc pendant ces 31 ans où nous avons travaillé dans un groupe donc le groupe d'études de spiritisme et de psychiatrie. Ce sont donc des professionnels de la santé. Dans ces groupes, nous recevons des patients qui sont les patients que nous appelons les patients de défi. Et pendant un an, ils reçoivent des traitements médicaux, psychologiques, l'assistance de leur famille, l'assistance spirituelle. Donc traitement qui est complètement gratuit. Pourquoi? Parce que nous recevons donc une assistance et une orientation spirituelle directe sur ces situations. Et donc, nous ne pouvons pas demander donc de l'argent à nos patients parce que beaucoup des abordages sont des révélations qui nous sont apportées par les esprits pour notre travail.
Et nous nous basons donc sur sur le principe suivant. Toute maladie, Dr Marlène Nobré en a parlé le premier jour, Emmanuel dit que la santé, c'est la parfaite harmonie de l'âme. Et l'esprit Joseph Kleber nous dit que la santé, c'est la connexion réelle de la créature avec son créateur. C'est-à-dire, on est en bonne santé quand nous vivons en harmonie avec les lois divines. Chaque fois que l'homme enfreint la loi naturelle ou la loi divine, donc il tombe dans un processus maladif. Ce que nous vivons aujourd'hui sur la terre, c'est donc on tombe malade à cause parce que nous ne respectons pas les propres lois naturelles de la terre. Et il en est ainsi dans beaucoup de questions, et nos amis spirituels disent que les dépressifs et les déprimés, ceux qui sont les dépressions graves, récurrentes, avec des composants psychotiques, sont des esprits rebelles qui refusent la vie et comme la vie qui ne respectent pas en fait ils acceptent pas la vie qu'ils ont. Et donc quand on voit un dépressif, ceux qui en ont à la maison, ils le savent, il veut pas manger, il veut pas travailler, il veut pas produire, il veut rien avec personne. C'est comme s'il voulait mourir, arrêter là-bas, attendre la mort. Il n'accepte pas le processus de sa vie. Il est rebelle. Et ce manque d'énergie, parce qu'il se déconnecte de cette harmonie divine, l'amène à compromettre le sentiment, l'intelligence et la volonté. Et il ne va sortir et vaincre ce processus que par une thérapie en profondeur que le spiritisme appelle la réforme intime, la transformation morale. Et c'est là où il y a le problème, parce que souvent les gens, ils attendent des miracles, ils veulent une guérison qui tombe du ciel. Elles cherchent donc dans les mouvements spirituels, elles cherchent ces guérisons miracles. Et quand nous disons qu'elles ont besoin d'une transformation morale et de leur comportement, ça les embête. Et puis il y a beaucoup de personnes qui s'éloignent donc dans ces situations. Je vais donc vous montrer ces cas. C'est le fruit de la réunion que nous appelons la réunion de captation. C'est une activité où les cas qui sont traités dans l'hôpital André-Louis, où on n'arrive pas à avoir donc une amélioration, on demande une aide spirituelle pour ces patients précis, difficiles. Et pendant ce travail, nous sommes arrivés à une conclusion que la grande majorité des processus dépressifs sont liés directement à des avortements, soit réalisés dans cette vie, donc qui déclenchent certains processus, soit réalisés dans des vies passées. Les médiums qui participent à cette réunion ne connaissent pas les patients. La seule donnée qu'ils ont du patient, c'est leur nom. Et ces patients arrivent dans la salle de façon séparée, on leur fait une passe magnétique, on fait une prière, ensuite ils sortent, et c'est après que les médiums disent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ou apportent par l'intermédiaire de la psychographie des informations sur ces patients. Et ce que nous voulons vous montrer ici, c'est pour vous montrer l'importance de ce travail, c'est le premier cas dont nous allons parler, est le cas où les esprits nous ont apporté des informations que même la famille, ni même le patient, nous avait parlé
Donc des choses qui s'étaient produites dans la vie actuelle. Ce cas d'une patiente de 29 ans, étrangère. Donc, elle était au lycée, c'est une vendeuse divorcée. Et elle est rentrée à l'hôpital pour abus de drogue et dépression. Elle consomme du cannabis depuis l'âge de 17 ans. S'est séparée de son mari et est revenue avec lui il y a 2 ans. Elle a perdu tout son argent dans la drogue, complexe d'infériorité intense. Elle a été exposée aux violences de son père contre sa mère. Elle sent qu'il y a des esprits qui l'agressent, selon ses dires. Elle ne suivait aucun traitement. Et elle a un problème avec la famille. Elle ne voudrait pas que la famille soit au courant de son cas, de sa situation. Elle boit régulièrement, dans des réunions. Elle a été reçue et donc les médiums ont apporté les informations suivantes. Le premier médium disait que dans le passé, elle avait une vie dans un palace, sexualité effrénée. Elle suggérait et pratiquait des avortements. Elle était hypocrite et fausse. Et aujourd'hui, elle est frivole et arrogante. Ce qui est confirmé dans ce cas précis. Parce que c'était une de mes patientes. Et elle laisse se manifester son côté négatif. Elle cache les bonnes choses. Et donc, le médium a dit qu'il faudrait qu'elle aille en des obsessions, qu'elle bénéficie de passes et d'eau fluidifiée. Le deuxième médium a dit que, donc l'ami spirituel qui l'a aidé au pass, dit que quand elle était enfant, elle a subi des abus sexuels de la part de son père. En raison de sa sensibilité médiumnique, elle attire des êtres spirituels et le médium disait qu'elle sentait la présence de ces esprits. Et que donc elle ne sait pas comment contrôler sa médiumnité. Et devant ce fait, donc où il disait qu'elle avait subi donc des abus sexuels dont elle nous avait pas parlé, donc on est allé lui parler et elle nous a confirmé que effectivement elle a été agressée par son père entre 7 et 10 ans. Mais qu'elle avait honte et elle était en colère contre tout ça et elle le cachait de tout le monde et que même sa mère n'était pas au courant que cela s'était produit. Donc ce facteur a été fondamental pour une personne donc de la psychologie pour travailler avec elle sur les rancœurs, sur les colères et a pu permettre de comprendre pourquoi elle était tellement en colère avec sa mère et parce qu'elle voulait pas que sa mère le sache et que sa mère en fait elle a rien fait pour la protéger. Le deuxième cas éclaircit des contenus délirants de la personne. Dans ce cas, une femme 35 ans, célibataire, née à Belo Horizonte, artiste. Donc elle se plaint principalement que sa famille la persécute. Elle habite toute seule, pas de visite. Elle obligeait sa mère à subvenir à ses besoins financiers. Elle disait que le téléphone était sur écoute, qu'il y avait des détectives qui la persécutaient. Et pendant une crise, elle a dit que son père a abusé d'elle sexuellement. Elle se sent délaissée, elle ne veut pas de médicaments. La thérapie ne donne pas de résultats. Et donc, il y a un oncle psychotique
Elle a un oncle psychotique dans la famille. Et on est allé voir donc toute la famille, le père, la mère. Et il n'y avait aucune trace d'abus sexuel de la part de ce père. Et la relation avec sa mère était très difficile, beaucoup d'agressivité. Et donc sa mère a eu un cancer et est décédée l'année dernière. Cette patiente a été amenée. Il n'y avait aucune amélioration avec rien, aucun traitement, elle ne voulait pas prendre de médicaments. C'était très difficile, on n'arrivait pas à l'aider. Et on va voir que les informations des médiums qui ne connaissaient pas cette femme ont pu nous amener des explications pour son délire en montrant un fait qu'on peut percevoir en travaillant par la psychiatrie, que la majorité des contenus des délires des patients sont liés à des faits de leur vie passée ou donc ils se sont compromis. Le premier médium a dit que dans une vie passée, elle a été violée par un beau-père et que suite à ça, elle est devenue prostituée. Elle avait très peur et était très révoltée. Et sa mère, à ce moment-là, avait protégé son compagnon et était révoltée. Et donc c'est pour ça qu'elle s'était révoltée contre sa mère. Le médium nous a dit que cette mère actuelle était la même mère qu'elle avait dans l'incarnation passée. Et ça nous a permis de comprendre pourquoi elle détestait sa mère et pourquoi elle demandait que sa mère subvienne à ses besoins. Elle demandait rien à son père ou aux autres. Elle demandait que à sa mère, donc de payer pour tout ce qu'elle souffrait dans la vie. Donc, le médium a dit qu'il fallait qu'il y ait du dialogue dans la famille, l'étude de l'évangile au foyer, et qu'elle cherche à rééduquer, donc à se rééduquer en travaillant ses énergies. L'autre médium a dit qu'elle éprouve une anxiété liée à un traumatisme d'une vie passée et que l'agressivité est son mécanisme de défense pour fuir de ses souvenirs qu'elle rapporte du passé. Donc ce contexte d'accuser son père, qu'on ne savait pas si c'était le beau-père de la vie passée, mais donc le souvenir de ce traumatisme d'abus qu'elle a vécu, et que donc sa mère, ce serait la même mère de l'autre vie, pourrait donc aujourd'hui nous expliquer le fait, quoi. Pour terminer, le troisième et dernier cas, montrant le tableau clinique et le comportement du patient, qui était un autre processus très difficile parce qu'il n'acceptait pas le traitement. C'est un homme de 36 ans, célibataire, technicien en métallurgie, qui est né à Ouro Preto, Minas Gerais, une ville historique du patrimoine mondial en Minas Gerais. Sa plainte, donc, c'est une grande anxiété, révolte de ses échecs sociaux, très agressif avec sa famille, et il a eu un cas précédent de troubles bipolaires, et donc présentait un risque pour son père et les membres de sa famille. Il avait déjà fait un traitement pour la dépression, il était anxieux, irritable, il se plaignait qu'il ne trouvait pas d'emploi, il demandait de l'argent à son père. Il voulait de l'argent pas pour travailler, mais pour jouer à une loterie clandestine au Brésil. Et il rêvait donc de gagner de l'argent par le jeu. Il se plaignait qu'il n'avait pas d'emploi, mais en fait, il voulait un emploi, il voulait pas un travail, il voulait pas faire d'efforts. Il fumait beaucoup, il y avait des épisodes d'exaltation de l'humeur et d'agressivité. Il a été hospitalisé plusieurs fois depuis 19 ans. Il avait une dépendance à l'alcool et des problèmes psychiatriques dans sa famille. Donc le premier médium a dit que dans le passé, il était avare
prêtait de l'argent. Sa vie a été une quête constante, insatiable de biens illusoires. Il cherchait à porter préjudice aux autres pour leur faire tout perdre et que ces personnes devaient tout lui donner. Aujourd'hui, des esprits, des mauvais esprits, agissent dans le domaine financier de sa vie actuelle, se vengent et le poussent à l'auto-extermination. Et donc là aussi, il conseillait donc un travail de désobsession. Le deuxième médium, et qui a une femme dans sa mémoire, leur lien n'était pas de nature sexuelle, ce qui était vrai. Néanmoins, il y a un secret qui les relie et donc qui déclenche cette angoisse. Et le troisième médium a dit qu'il y avait des excès d'énergie. Un ami spirituel suggère donc un travail qui commence à travailler, faire un travail fraternel pour qu'ils se sentent mieux. Pour ceux qui ne veulent pas travailler, le meilleur médicament, c'est de travailler. C'est difficile, donc c'est difficile de convaincre les gens qui veulent gagner de l'argent facilement, donc à commencer à travailler. C'est pour ça qu'on l'a amené chez des psychologues qui ont travaillé sur ce point, le besoin de changer sa vie. C'est pas un patient que j'accompagne directement. Alors, et le père, donc, a été également, donc, on lui a conseillé de pas, qu'à ce qu'il lui facilite trop les choses, de façon à ce qu'il puisse, donc, être mieux aidé pour recommencer à travailler. Nous vous remercions pour votre attention. Nous avons un petit peu dépassé le temps. Donc, c'est pour vous montrer dans la pratique comment on peut utiliser ce travail qui aide donc le processus pour venir en aide aux gens. Je vous remercie.